Bonjour, merci d'être toujours aussi nombreux après 3 semaines d'interruption. Je viens de comprendre que je fais en partie la sortie du cours de Thomas Römer. C'est un grand honneur pour moi. J'espère seulement qu'il y aura... Heureusement, les horaires ne se recouvrent pas et je ferai en sorte qu'à l'avenir, ça ne se recouvre pas non plus. Voilà. Bien, la dernière fois, nous avions commencé à aborder la question de la survie des formes du zoroastrisme local après la conquête arabe. On avait vu que dans le cas de Samarcande, en fait, on avait vu une survie modeste mais incontestable à Penjikent. Dans le cas de Samarcande, c'est beaucoup plus problématique, étant donné les clauses de l'armistice, effectivement, qui expulsaient la population locale de l'intérieur de la ville intérieure. On ne peut pas s'attendre à y trouver des formes de survie de la religion locale. Alors, y avait-il quelque chose, y avait-il des sanctuaires dans la périphérie? Ça, nous ne le savons pas. On a des indices plus nets dans d'autres régions. Alors, d'abord, à Boukhara, le toujours précieux Nalchahi nous parle d'un bazar aux idoles. C'est le terme qu'il emploie. En fait, le terme qu'il emploie pour idole, c'est Bauth, qui vient de Bouddha. Mais on sait très bien qu'en persan, le terme veut dire à la fois Bouddha et idole. Puisque, bon, du point de vue iranien, les idoles par excellence, c'est les statues bouddhiques. Ce bazar se tenait tous les lundis, jusqu'au Xe siècle, un moment où là les autorités musulmanes ont réagi et l'ont interdit. Alors on y vendait des idoles, est-il dit dans le texte. Alors est-ce qu'il s'agissait vraiment d'idoles, de statues en bois ou en pierre? J'aurais plutôt tendance à penser qu'il s'agit des petites figurines de terre cuite qui étaient très abondantes avant l'islam et qui ont certainement continué après. Alors, on avait vu toujours pour Boukhara, toujours dans Nalchahi, l'histoire des portes, des portes en bois qui comportaient des images d'idoles, arrachées par la population au château de l'aristocratie campagnarde, qui n'était donc qui ne se pliait pas aux règles, aux règles de l'islam, et qui ont été réutilisées dans la grande mosquée après qu'on les ait défigurées. On avait vu que certains panneaux de bois qu'on connaît à Kafirkala ou à Penjikent permettent très bien de se représenter comment étaient ces portes. Enfin, bon, l'un des derniers témoignages, les derniers témoignages viennent en fait des conquêtes les plus tardives, qui sont des environs de 820, enfin conquêtes. Ça avait été conquis plusieurs fois avant, mais la conquête solide, donc les extrémités, c'est l'Oustrouchana et le Fergana. Donc je vais être amené à beaucoup parler de l'Oustrouchana. Au Fergana, on sait que dans les années 830, une armée arabe détruit un temple du soleil, alors peut-être un temple de Mitra. Voilà, c'est l'un des derniers témoignages qu'on a. Alors pour l'Oustrouchana, on a un dossier extrêmement riche, à la fois dans les textes et dans l'archéologie. Parce que, bon, il se trouve que l'Oustrouchana, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, s'est trouvé dans la première moitié du IXe siècle sur le devant de l'actualité politique et militaire, puisque le souverain, l'un des derniers souverains, Haïdar, Afshin. Haïdar, c'est le nom qu'il avait pris quand il est devenu musulman, on ne sait pas comment il s'appelait avant. Afshin, c'est son titre royal au Fergana, en Oustrouchana. Il s'est retrouvé pendant une vingtaine d'années, en réalité, à la tête des armées abbassides, sous le califat d'Al-Mamoun, puis d'Al-Mutassim. Et puis, il tombe en 838, il tombe en 838 et on a là des documents, on a là des témoignages très riches sur ses affinités religieuses. Alors je rappelle brièvement sa carrière.
Il a été promu à la tête de son royaume en 822. En fait, il s'est rebellé contre son père, qui s'était théoriquement converti, mais avait apostasié, comme beaucoup de ses souverains locaux d'Asie centrale. Lui, en 822, il se déclare franchement musulman. Il s'empare de son royaume natal à la tête d'une armée abbasside, et puis, à la tête de ses troupes d'élite, il part à Bagdad, où il devient, pendant une quinzaine d'années, le principal général de l'Empire. On lui doit notamment, en fait, l'Empire lui doit son salut. On lui doit la victoire finale sur la secte de Babak en Azerbaïdjan, dite les Khorramiyas, sur lesquels il y a une très abondante littérature, parce que c'est une des sectes hérétiques les plus intéressantes qui surgit à cette époque, et il y a toute la question se pose des rapports avec le chiisme extrémiste, des origines de l'ismaélisme, etc. On sera amené à en parler plus tard. Il a remporté la victoire sur la secte des Khorramiyas, il a remporté des victoires contre Byzance, et puis son ambition grandit. Il devient vraiment beaucoup trop indispensable, il sent que ça va mal tourner, et il prépare secrètement une fuite assez extraordinaire. Il avait prévu de partir de Bagdad, passer dans le royaume des Khazars, avec lequel il devait avoir des contacts. Le royaume des Khazars, comme on sait, n'était pas musulman, l'aristocratie et la famille royale étaient juives. Passer dans le royaume des Khazars et revenir dans son royaume. Bien. Mais là, bon, il est arrêté et on lui fait un procès. Et on a, notamment par Tabari, beaucoup de détails sur ce procès. C'est extraordinaire, c'est déjà un procès stalinien. C'est un procès où on fait en sorte que l'accusé se retrouve dans le rôle de son propre accusateur. Ils ont très bien fait le travail. Alors, comme dans les procès staliniens, on fait venir des témoins qu'on fait venir de chez lui, qui évidemment ne doivent pas en mener large et n'ont pas beaucoup le choix de ce qu'ils vont dire. Alors, parmi les vieilles accusations qui ressortent, on l'accuse d'avoir autrefois fait fouetter en Oustrouchana des missionnaires musulmans qui avaient détruit des idoles arrachées à un temple local. Alors, il se défend. En fait, il s'est défendu comme un lion, avec beaucoup d'énergie et de pertinence. Mais bon, évidemment, son sort était scellé dès le départ. Il se défend en arguant de ce que la tranquillité des cultes locaux était garantie par les termes de la reddition du royaume, ce qui est parfaitement exact du point de vue des conquêtes musulmanes. C'est pas nommément précisé dans les conditions d'armistice à Samarcande, parce que la situation est spéciale, étant donné que Samarcande est entièrement occupée par l'armée arabe, mais ailleurs, il y a des clauses, effectivement, de tolérance des cultes locaux. Mais, alors voilà, on trouve autre chose. On perquisitionne chez lui. Dans sa résidence, donc à Samarra, entre-temps les califes ont déménagé, la cour a déménagé de Bagdad à Samarra, ils trouvèrent un tabernacle contenant l'image d'un homme, taillé dans du bois et couverte de nombreux ornements et joyaux, et ayant dans ses oreilles 2 pierres blanches recouvertes d'un filigrane d'or complexe. Ah, vous voyez, le style, c'est du procès-verbal de gendarme. C'est un procès-verbal de perquisition, où on raconte exactement ce qu'on a trouvé. Ils tirèrent de sa résidence des images grotesques, des idoles, des choses de ce genre. Parmi ces livres, ils trouvèrent un livre des mages nommé Zrawa et de nombreux autres livres traitant de sa foi, avec lesquels il rendait un culte à son Seigneur. Alors Zrawa, on n'est pas très sûr de la lecture, ça pourrait être Zurwan, le dieu iranien du temps, qui faisait l'objet de beaucoup de spéculations à la fin de l'époque sassanide. Le genre d'idole qu'on a trouvé taillée dans du bois, en voilà une, mais évidemment ce n'est pas celle qu'on a trouvée dans sa maison, mais ça devait ressembler beaucoup. Elle a été trouvée dans une grotte à Kouhissor, au Tadjikistan, pas loin de l'Oustrouchana, son pays. Donc il faut imaginer que c'est ça qu'il avait chez lui. Alors l'idole est nue. Elle est nue parce qu'elle était habillée, évidemment. Elle était couverte de plaques métalliques, elle était habillée. Et vous voyez, on a trouvé avec
ce qu'elle avait sur la tête, c'est-à-dire le cercle solaire dans le croissant lunaire. C'est vraisemblablement un dieu solaire, ça pourrait être Mitra. En rapport avec ce texte sur... alors pour anticiper, je serai amené à reparler du procès de Haïdar, parce qu'il y a d'autres... On a trouvé d'autres accusations contre lui. Bon, pour dire comment ça s'est terminé, il a été condamné à mourir de faim dans sa prison. Voilà. Mais malgré tout, son frère, son fils sont restés à la tête. On avait trop besoin d'eux. Donc eux, ils ne sont pas tombés. Ils sont restés à la tête des troupes à Samarra. On suit les Oustrouchaniens à la trace encore pas mal de temps avant que ces troupes d'Asie centrale soient de plus en plus remplacées par des Turcs, d'anciens esclaves qu'on a achetés dans la steppe. C'est déjà le début du système des Mamelouks. Alors, en rapport avec ce texte, on peut se demander ce qu'est alors devenue l'ancienne classe sacerdotale sogdienne. On n'a pas beaucoup d'informations, mais on en a. Alors, par exemple, la chronique locale de Samarcande, la Candia, nous parle d'un savant religieux des mages. Mage, c'est le terme conventionnel pour zoroastrien. Alim al-Majous, de Boukhara, qui a été converti au moment de la conquête et qui est devenu muhaddith, transmetteur du hadith. Alors là, on peut quand même se poser la question. C'est une niche professionnelle très valorisante en milieu islamique qu'occuperont aussi des descendants de la famille royale de Samarcande. Alors on peut se demander, là on peut quand même se poser la question, a priori, l'authenticité des hadiths se trouverait plutôt en milieu bédouin. La transmission ininterrompue des traditions sur la vie du prophète. Oui, mais assez vite, ça n'a plus grand-chose à voir avec ça. Bon, je ne suis pas loin de partager les positions assez avancées de grands islamisants comme Régis Blacher, qui pensaient que le hadith, avec des exceptions, ça contient quand même une très très grande part de fabrication. Et plus la chaîne de transmission, Blacher avait montré que plus la chaîne de transmission a l'air crédible, avec vraiment le grand-père qui a parlé à son grand-père qui avait connu le cousin du prophète, etc. Plus ça a l'air crédible, plus on se rend compte que c'est fabriqué. Voilà. Les hadiths qui se présentent le mieux sont peut-être les plus suspects. Toujours est-il que c'est une niche professionnelle valorisante, que prennent des représentants de l'ancien clergé de Boukhara et également des descendants des rois de Samarcande. Il y a par ailleurs deux grands transmetteurs du hadith, qui étaient d'ailleurs aussi des centres asiatiques, dans l'ancienne Sogdiane. Le principal, c'est l'imam al-Bukhari, qui est l'objet aujourd'hui d'un culte officiel en Ouzbékistan. Son mausolée a été refait. Et le recueil des hadiths de l'imam al-Bukhari est aujourd'hui encore une très grande référence en milieu sunnite. Dans certains cas, il est considéré comme ayant une autorité approchant celle du Coran et celle de la Sira, la vie du prophète. Bien. Alors, autre niche professionnelle qu'ont gardé les Zoroastriens à Samarcande, c'est l'adduction d'eau. Et ça, on le sait par le témoignage des géographes arabes du Xe siècle, qui disent que l'entretien des canaux est entre les mains de la communauté zoroastrienne. Et ça, on le sait pas seulement à Samarcande, c'est connu ailleurs, c'est connu aussi en Iran. Pourquoi ? Parce que, bon, d'abord, il y avait un savoir-faire, et puis un savoir-faire d'autant plus fort que le zoroastrisme s'assortit de précautions rituelles extrêmement strictes concernant la pureté de l'eau. En gros, il est totalement interdit de jeter dans l'eau de la matière morte. Il est totalement interdit d'y uriner. Et donc la rigueur de ces prescriptions rituelles a entraîné une hygiène elle-même très forte. Et donc, à Samarcande, jusqu'au Xe siècle, on sait que c'est eux qui entretenaient le canal qui entrait dans la ville. J'ai eu un grand choc émotionnel il y a une dizaine d'années en me
promenant en voiture dans la campagne près de Samarcande, j'étais avec mon collègue et ami, maintenant décédé, le géographe Pierre Gentel, qui étudiait justement l'adduction d'eau à Samarcande. Je suis en train de travailler sur la publication de son texte. Et on traverse un petit canal et on voit un panneau sur la route. Poulea Bimogan. En persan, ça veut dire le pont de la rivière des Mages. Et on a compris, ils avaient gardé dans la toponymie locale le souvenir de ce que ce canal était entretenu par les Mages, c'est-à-dire les Zoroastriens. Toujours sur ces Zoroastriens de Samarcande, on a quand même l'impression d'une perte d'autonomie par rapport aux Zoroastriens d'Iran. Parce qu'on a un témoignage, leur clergé, qui, je l'ai dit, pour la période pré-islamique, n'apparaît pas tellement structuré par rapport à ce qu'on a dans l'Iran sassanide. Leur clergé, apparemment vers 830, tombant à l'époque du procès de Lafchine à Bagdad, leur clergé semble avoir à ce moment-là reconnu l'autorité du chef des Zoroastriens d'Iran. Alors plus précisément, on a un témoignage dans un texte zoroastrien tardif qu'on appelle une rivoyat. Ce sont des lettres que s'échangeaient les Zoroastriens d'Iran et les Parsis à partir du XVe siècle sur des questions rituelles. Et là, il y a un témoignage qui a survécu, que vers 830, les Zoroastriens de Samarcande se sont adressés au chef des Zoroastriens d'Iran, qui résidait en fait dans le Fars, du côté de Persépolis, mais qui était accrédité aussi, qui était un grand personnage de la cour de Bagdad. Ils se sont adressés à lui. Le titre de ces chefs des Zoroastriens, c'est Houdenan Peshobai à l'époque. À l'époque sassanide, c'était Mobedan Mobed, le mage des mages. À l'époque islamique, ce titre n'existe plus. On a Houdenan Peshobai, qui veut dire le chef des gens de la bonne religion. Bonne religion du point de vue zoroastrien. Et ces Zoroastriens de Samarcande demandent un avis technique pour la façon de reconstruire une tour du silence qui a été détruite, peut-être à l'occasion des troubles qu'il y a eu à Samarcande dans les années précédentes. Et ça, c'est quelque chose qui n'aurait pas été vraiment imaginable avant l'époque islamique. On a l'impression que ce clergé, qui était en fait peu structuré, aurait, après la conquête, choisi de se fondre dans l'ensemble de la minorité zoroastrienne du califat pour bénéficier de la relative protection accordée par les califes. Parce qu'à ce titre, ils avaient donc le statut de dhimmi, protégé, et dans certaines conditions, pas toujours, ils pouvaient être reconnus comme religion du livre, ce qui pouvait les mettre sur un pied d'égalité avec les juifs et les chrétiens. En tout cas, après le Xe siècle, on n'a plus de témoignages sur la communauté zoroastrienne en Sogdiane. On ne sait pas. Pareil, au Khwarezm, on a encore, par Biruni, des descriptions des pratiques funéraires, du calendrier zoroastrien toujours en vigueur avec ses fêtes jusque vers l'an 1000. Puis après, on n'a plus d'informations. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ces communautés se sont éteintes. Peut-être à la conquête mongole. On les termine très obscurément. Le dernier endroit, semble-t-il, où on rencontrait des gens qui se disaient zoroastriens aurait été le Badarchan au XIIIe siècle. Donc le Badarchan entre le Tadjikistan et l'Afghanistan. Curieusement, le Badarchan était à cette époque et est resté encore aujourd'hui une terre ismaélienne. Et donc, on peut se demander si là, il n'y aurait pas eu un phénomène de substrat. Alors, on a vu le sort du clergé. Alors, il faut dire maintenant, il faut envisager donc le sort de la haute noblesse. Donc, cette haute noblesse locale, ni sogdienne ni turque, turco-sogdienne, puisque je l'ai dit, on a des noms turcs, des noms sogdiens qui alternent dans les dynasties. C'est une même classe militaire, une même classe dirigeante.
Et on a vu que cette noblesse locale, au moment de la conquête, elle n'a pas été tout à fait à la hauteur de ses obligations, puisque les Arabes ont su magistralement jouer sur les divisions internes. Alors, au début de la conquête, au moins à Boukhara et Samarcande, moyennant une acceptation plutôt formelle de l'islam, ils ont su négocier leur soumission contre la reconnaissance de pouvoir qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. On a vu ça quand on a étudié l'accord d'armistice de Samarcande, l'hérédité du trône, qu'ils n'avaient pas auparavant, c'était une royauté en fait élective par l'Assemblée du peuple, et le contrôle de la fiscalité. Ils étaient responsables auprès des autorités musulmanes de la collecte de l'impôt foncier, et ils le resteront, enfin, et de la jizya, l'impôt sur les infidèles, et ils le resteront probablement assez avant, dans le 8e siècle. Ils gardent une ancienne fonction, qui est la levée des troupes locales. Et on voit que dans certains cas, effectivement, quand les Arabes ont besoin de renforts à leurs propres troupes, ils s'adressent aux anciens souverains locaux pour lever des compléments dans la population. Alors, les rois de Samarcande, qu'on appelait donc les Irshides, ça veut dire rois en sogdien, se sont exilés un peu au nord-ouest, à Ishtiran, au moment de la conquête, puisqu'encore une fois, par les termes de l'armistice, ils ne pouvaient plus occuper leur ancienne ville. Il semble qu'ils y sont restés, et c'est même assez curieux, on ne les voit pas tenter de reprendre pied dans leur ancienne capitale, même dans les années 820, 830 et encore 870, quand elle est évacuée à plusieurs reprises par les Arabes. On a vraiment l'impression, par rapport à ceux de Boukhara qui ont été moins maniables, on a l'impression qu'ils ont fait profil bas. Bon. On sait qu'ils sont encore à Ishtiran en 777 parce qu'on vient de publier une monnaie à légende bilingue, enfin, à légende à la fois sogdienne et arabe, avec formule musulmane, qui frappait à Ishtiran. Donc elle ne peut être frappée que par le roi en titre de Samarcande. Alors, sur le fait qu'ils ont fait profil bas et que ils étaient vraiment ils étaient sur le déclin, peut-être même en voie de prolétarisation. On a une anecdote intéressante en 728 qui concerne le roi Rouriek, celui qui a livré Samarcande à Koutaïba. Le gouverneur, Al-Assad, qui était très avide, exige de lui une coupe en argent. Et le pauvre Rouriek lui dit « Mais je n'ai qu'un vase en argent et c'est celui dans lequel je fais mes ablutions. » Le gouverneur lui répond « Tu les feras dans une courge. » Et il exige de récupérer la coupe. Donc ça, c'est quand même un indice de déclin. Bon, en 782, le fils de ce personnage, qui est le dernier roi de Samarcande attesté, s'affirmera bon musulman et très typiquement, il conseillera le gouverneur pour la reconstruction du mur de l'oasis. Donc ces gens-là avaient gardé un savoir-faire agricole et probablement le contrôle suffisant sur les communautés rurales pour réquisitionner la corvée. Ça leur était sans doute sous-traité. Mais pour le reste, alors là je vous renvoie, je le ferai à plusieurs reprises ensuite, au livre de Yuri Kariev, dont j'ai montré la couverture à mon premier cours, Samarcande et le Sogd à l'époque abbasside, où tout ça est extrêmement bien expliqué et analysé. On voit le rôle politique des anciennes familles royales qui décroître progressivement. Dans les événements qui secouent l'Asie centrale et notamment la Sogdiane, d'épisode en épisode, on les voit jouer un rôle de moins en moins important. Et en fait, ceux qui désormais jouent le rôle important, ce sont les Mawalis, c'est-à-dire les convertis à l'islam, et des couches sociales en fait inférieures. La dernière, sous Abu Muslim, ils n'ont pas véritablement pris part à la révolution abbasside. Pendant la révolte de l'hérésiarque Muqanna, qui occupe donc entre 775 et 780, enfin le prophète Muqanna, qui occupe ici toute la zone indiquée en vert,
Il semble, enfin au moins le roi de Boukhara semble avoir essayé de pêcher en eau trouble, mais peut-être peut-être par l'intermédiaire de Muqanna, il voulait prendre langue avec les Turcs qui n'étaient plus apparus sur la scène en Asie centrale depuis les années 730 et qui reviennent à ce moment-là. C'est probablement en fait parce que c'était la seule carte politique alternative au califat. C'était une domination turque. En fait, à partir de l'arrivée sur le trône califat, enfin, comme gouverneur du Khorasan, puis sur le trône califal, du calife al-Mamoun, le deuxième fils d'Haroun al-Rachid, qui, par ailleurs, est un intellectuel raffiné, qui fait venir d'Asie centrale beaucoup de savants locaux. Il y a une sorte de pacte conclu avec la noblesse locale. En fait, on les exfiltre. On les aspire dans la nouvelle capitale de Samarra et on leur confie les troupes d'élite. Ce qui, d'une certaine façon, c'est une façon bien connue dans beaucoup d'empires, le dernier ayant été l'Empire russe. C'est une très bonne façon de pacifier deux frontières. On va retirer les élites militaires potentiellement insubordonnées à une frontière à un bout, et on va les transporter soit dans la capitale, soit à l'autre bout. Et en fait, du coup, on dégarnit des provinces qui auraient pu être tentées de faire sécession, mais on garnit les troupes d'élite de la capitale et du front opposé. Et généralement, il se produit dans ces cas-là un syndrome de Stockholm, c'est que ces déportés se mettent totalement au service de la puissance qui les a transportés. Il y a de magnifiques exemples sous les tsars, avec la conquête de l'Asie centrale qu'on a faite très largement avec des Polonais, des populations du Caucase qu'on a transportées à l'Est, etc. Bon, je ne parle pas des déportations de Staline, c'est autre chose. Mais on voit très bien... j'ai un exemple que je cite toujours, je l'ai peut-être déjà cité à ce cours. Quand les Sassanides font une dernière tentative pour soumettre la Bactriane vers 620, leur général, c'est un prince arménien qui s'appelle Sempat Bagratuni. Le commandant de l'armée d'Alexandre Ier à Borodino, c'est Bagration, prince géorgien mais d'origine arménienne. C'est la même famille et c'est le même mécanisme. C'est des élites potentiellement insubordonnées qu'on met à la tête de grandes opérations militaires où elles font des merveilles. Alors que ces princes d'Asie centrale qui se sont retrouvés donc à l'ouest, en réalité, se fondent un peu dans le paysage. Après la répression du plus brillant d'entre eux, donc Haïdar Afshin, dont je vais être amené à reparler maintenant, ils intègrent la bonne société de Samarra et de Bagdad, et on les voit, on les suit, on suit leurs descendants, mais ils se fondent parmi les élites iraniennes islamisées. Alors, on voit qu'en 838, un descendant des rois de Samarcande, qui s'appelle Marsban, en fait, au départ, c'est un titre. Il avait dû avoir un apanage frontalier. Il y a une zone qui s'appelle, un canton qui s'appelle encore Marsban, au nord de Samarcande. Probablement, il avait eu ça comme apanage. Et puis, son titre, parce que ça veut dire Marsban, ça veut dire gardien des marches, margrave. Et probablement, c'est devenu son nom. On a pris ça pour son nom. Alors, ce Marsban, indigne héritier de la noble dynastie des rois de Samarcande, collaborera bassement au procès de l'Afshin. Et un autre qui collabora bassement, c'est le chef de la communauté zoroastrienne d'Iran. Mais là, on peut penser que les zoroastriens pur jus
rechignaient à considérer comme vraiment étant les leurs des Zoroastriens d'Asie centrale qui gardaient des pratiques idolâtriques. Alors, il y a un texte, toujours dans Tabari, tout à fait extraordinaire. Alors là, voilà, on est en plein. C'est le procès de Boukharine, à Moscou en 1937, où on prend des termes qu'il a employés et on les retourne, on leur donne un sens qui se retourne contre lui. C'est exactement ce qui est arrivé au pauvre Haïdar Afshin. Marsband collabore avec le grand cadi qui est chargé d'instruire le procès en polythéisme de l'ancien homme fort du régime. Marsband demanda « Comment le peuple de ta province s'adresse-t-il à toi dans ses lettres ?» Lafshin répondit « Comme il le faisait pour mon père et mon grand-père. » Marsband dit « Explique cela. » Mais Lafshin répliqua « Je ne le ferai pas. » Marsband dit « N'écrivent-ils pas ceci et cela dans la langue de l'Oustrouchana ?» Lafshin admit « Oui, c'est vrai. » Marsband continua « Ceci ne signifie-t-il pas en arabe » La langue de l'Oustrouchana, c'est du sogdien, évidemment. Marsband continua « Ceci ne signifie-t-il pas en arabe au Dieu des dieux de la part de son serviteur X, fils de Y ?» Haïdar dit « Oui, c'est vrai. » Muhammad ben Abd el-Malik, le grand cadi, alors demanda « Est-ce qu'un musulman se laisse désigner ainsi ? Qu'en était-il de Pharaon lorsqu'il disait à son peuple « Je suis votre Seigneur suprême » Lafshin répondit « C'était la coutume de mon peuple lorsqu'il s'adressait à mon père et à mon grand-père, ou à moi avant que je devienne musulman. Et je ne souhaitais pas déchoir vis-à-vis d'eux et ainsi affecter leur obéissance envers moi. » Il avait de la répartie. Bon. Alors, quand on regarde ce texte, c'est de la manipulation totale. Marsband a détourné, on voit très bien ce qui était écrit en sogdien dans les lettres reçues par Lafshin. Marsband a détourné le sens de la formule. Parce que, en fait, ce qui, au nom des dieux, au Dieu des dieux, en sogdien, ça devait être écrit Varandvar, le Dieu des dieux. Mais Vag, c'est-à-dire bag en Pélévi, ça veut dire à la fois Dieu, mais ça veut dire aussi Seigneur, sœur. Et donc, Marsband, qui sait parfaitement de quoi il s'agit, détourne le sens de la lettre en prétendant que Alafshin, destinateur de la lettre, s'assimile au dieu païen. Mais, bon, il savait parfaitement, évidemment, ce que tout ça voulait dire. Or, Varandvag, c'était très approprié comme titre pour Lafshin d'Oustrouchana. Parce que Lafshin, c'est un titre intermédiaire, en fait. Ils ne se sont jamais vraiment proclamés rois. Donc, c'est un titre intermédiaire entre le seigneur local, seigneur de principauté, Var, qu'on trouve souvent sous la forme Rouf, et le Irshid, roi à proprement parler, qui est le titre des rois de Samarcande. Lafshin, c'est intermédiaire. Alors, une bonne façon de traduire ça en sogdien, c'était d'écrire Varandvag, seigneur des seigneurs. Celui qui n'est pas roi, mais qui malgré tout est au-dessus des seigneurs. Et évidemment, les gens qui instruisaient le procès savaient parfaitement ça. Alors le pauvre Haïdar, s'il avait été Irshid, on n'aurait pas pu le piéger avec ça. Parce que sur le mot Irshid, roi, il n'y avait pas d'ambiguïté possible avec avec une appellation divine. Mais pour son malheur, son titre c'était Varg, et ça peut vouloir dire Dieu. Alors, ceci dit, évidemment, tout n'était pas faux. Et les fouilles du palais des souverains d'Oustrouchana, dont je vais être amené à parler la semaine prochaine, montrent que jusqu'à cette époque, probablement, les souverains d'Oustrouchana ne se gênaient pas pour commander dans un décor, à vrai dire, privé, dans un cadre, à vrai dire, privé, des décors d'art païen. Bien. Ce qui m'amène à un autre aspect de la destinée des grandes familles nobiliaires, c'est le mécénat. En fait, on a vu qu'à l'époque pré-islamique,
de ce point de vue-là, les rois ne se distinguent pas particulièrement des autres nobles. À Penjikent, tout personnage de bonne famille commande de somptueux décors peints dans sa résidence privée, et ce n'est pas différent de ce qu'on trouve dans, par exemple... Enfin, oui, c'est un peu différent de ce qu'on trouve dans le palais du dernier roi de Penjikent, Dewashtic, parce qu'en plus, là, dans son palais, il y a des scènes politiques relatives aux circonstances de son arrivée sur le trône, et là, c'est une propagande particulière que ne développerait pas un noble de rang inférieur. Mais on voit très bien qu'après la conquête islamique, les seuls personnages locaux qui conservent les moyens de grosses commandes artistiques sur des thèmes traditionnels, qui conservent les moyens financiers et aussi les moyens, disons, les moyens sociaux, voilà, on ne va pas s'attaquer de front à eux, ce sont les rois de Boukhara. On n'a aucune indication, encore une fois, sur des activités de mécénat des rois de Samarcande. Les pauvres, s'ils en sont réduits à faire leurs ablutions dans une courge, ils ne devaient pas avoir vraiment les moyens de se commander des peintures pour leur salon. Bon, mais le roi de Boukhara, jusqu'en 739, et encore jusqu'en 782, dans un style renouvelé. Et puis, les derniers grands mécènes qu'on voit, ce sont les Afshin d'Ostrushana, jusqu'à une époque qui probablement précède immédiatement celle de notre malheureuse Haïdar. Alors, commençons par les rois de Boukhara. Voilà, leur titre c'était Boukhar-Khuda, seigneur de Boukhara. Pour cette époque, on en connaît d'autres, mais disons, ceux à qui on peut attribuer des décors peints dans leur palais de Valarcha, dont je vais parler dans un instant, ce sont ces trois-là. Tokespadé, Kotaiba et Bunyat. Je vais être amené à revenir là-dessus. Bon, alors on les connaît parce qu'ils ont une résidence hors les murs à 40 km à l'ouest de Boukhara. C'est encore assez bien conservé. C'est à l'intérieur du mur de l'oasis, mais à 40 km à l'ouest. Ils avaient cette résidence avant, de même que les rois de Samarcande avaient une résidence hors les murs à Kafir-Kala, etc. Mais visiblement, c'est devenu leur résidence principale à partir du moment où les troupes musulmanes ont occupé Boukhara. Ils se sont établis là, d'où ils avaient une très grosse emprise sur le pays rural. Alors, vous voyez, selon des reconstitutions un peu audacieuses faites au moment des fouilles dans les années... ça a commencé dans les années avant-guerre, ça a continué jusque dans les années 50. Mais enfin, en gros, ça doit être assez fidèle. Tout ça, c'est en bloc de terre crue, un gros socle, ce qu'on appelle un couche, c'est le mot qui a donné le français kiosque. C'est des petits châteaux sur des grosses fondations, avec un décor gaufré, très élégant. J'avais été amené à en parler au cours il y a 3 ans, à propos le cours de l'année dernière, à propos des châteaux, justement. Ce type de décor se développe, se généralise à cette époque dans toute une zone qui va de Bamiyan au Khwarezm. Et alors, on voit très bien que ce château des Boukhar-Khuda à Valarcha a un air de famille avec celui des rois de Samarcande à Kafir-Kala, qui a fourni les magnifiques panneaux de bois, parce que qu'est-ce que vous voyez là? Ce sont des gaufres. On les voit encore sur le mur. Donc, visiblement, il y avait un phénomène d'imitation d'un prince à l'autre. Alors, la zone palatiale telle qu'elle nous est connue semble apparaître vers la fin du 7e siècle, et elle a connu plusieurs restructurations du plan et du décor, jusqu'à son abandon en 782, suite à l'exécution du dernier occupant. Donc, en gros, ça a un siècle d'existence, mais pendant ce siècle, on a beaucoup reconstruit et beaucoup redécoré. Bon, le plan, alors c'est tout à fait en plus majestueux, un palais sogdien tout à fait typique, avec des salles du trône, une salle du trône en partie à ciel ouvert, des salons à caractère plus privé, mais malgré tout qui servent à certaines fonctions de réception, des
excusez-moi, des zones visiblement de stockage. Les parties proprement résidentielles devaient se trouver à l'étage. On ne les a pas. Et alors, on a par Marchak de très belles reconstitutions, des plafonds en bois. Voilà la salle du trône, avec ce qu'on appelle un plafond à lanterne. C'est exactement le type de plafond qu'on a imité dans la pierre, dans les grottes de Bamiyan, et qu'on retrouve aujourd'hui au Ladakh. C'est tout à fait ça. Voilà une autre, ce qu'on appelle la salle rouge dont je vais être amené à parler. Mais il faut, bon, une fois qu'on a compris ce plan, c'est pas évident en fait de répartir les fonctions d'une pièce à l'autre. Bon, certainement. Alors cette grande salle de réception, grande cour de réception, elle apparaît plus tard. C'est vraiment la dernière phase, en pleine période abbasside. Mais vous voyez, on a l'impression que évidemment, plus c'est grand, moins c'est couvert, plus c'est public. Mais entre la salle rouge, la salle ouest, la salle est qui après a été prise par des bâtiments économiques, tout ça, ça a coexisté. Mais bon, il devait y avoir des fonctions particulières. On ne sait pas exactement. Alors, Marchak, fidèle en cela aux thèses de l'historiographie soviétique, veut absolument voir un sanctuaire. Alors, pour lui, la salle rouge, qui est la plus belle, dont je vais être amené à parler, c'est un sanctuaire parce que... Alors, est-ce que je peux vous montrer? Voilà. Parce qu'il y a une banquette et il y a un foyer en forme un peu de fer à cheval. Oui, je ne suis pas convaincu, Paul Bernard n'était pas convaincu non plus. Il fallait se chauffer. Bon. Alors c'est comme à Penjikent, on peut se demander si ça n'avait pas plutôt la fonction de salon d'hiver. Bien. Alors... Là, il se trouve quand même qu'on arrive... Enfin, il y a des propositions pour une chronologie très fine, fondée par l'histoire politique qu'on connaît quand même vraiment très bien. Alors, ces propositions sur la chronologie, qui diffèrent des propositions des premiers fouilleurs, qui dataient probablement trop haut, ont été exposées par Alexandre Naimark. Alexandre Naimark est un archéologue russe qui a participé aux dernières fouilles à Valarcha et qui ensuite a émigré. Il a émigré aux États-Unis où il est devenu professeur à l'université Hofstra à New York. Et bon, je lui reproche parfois de... Enfin, il publie moins que ce qu'il sait et moins que ce qu'il dit dans les colloques, qui est toujours extrêmement intéressant. Et il publie ça dans des endroits complètement introuvables. Donc, on lui dit parfois qu'il devrait quand même faire un livre. Non. Alors, il a fait un article en anglais dans une revue qui d'ailleurs n'existe plus, Silk Road, une revue à San Francisco, Returning to Valarcha, en 2003, où il y a des propositions vraiment très, très intéressantes. Et alors, chose admirable, pour une fois, Boris Marchak ne désapprouvait pas complètement. Alors, Boris Marchak n'était pas du genre à soutenir des propositions qui étaient différentes des siennes, surtout quand elles venaient de Sacha Naimark. Mais voilà, il m'avait quand même dit, il n'a jamais écrit évidemment qu'il était d'accord, mais il m'a dit bon, c'est pas totalement nul. Alors, donc, ce que fait Naimark, il part de l'idée que la chronologie archéologique proposée dans les publications, en fait, il y a une seule grande publication, c'est par Shishkin, le grand archéologue qui avait fouillé dans les années de 1938 à 1954, qui s'appelle Valarcha, paru en 63. Publication admirable pour l'époque, mais évidemment une illustration très insuffisante, et puis... Bon, pas de coupe stratigraphique. La chronologie proprement archéologique est complètement déficiente. C'est pas du tout, c'est comme ça qu'on fouille maintenant. En fait, Shishkin était formé à l'histoire, était formé à l'histoire de l'art.
Et c'est ça qui l'intéressait. Il n'était pas du tout formé à la technique de fouille. Alors, pour suppléer à la chronologie déficiente, Naimark raisonne à partir de la succession des rois, en mettant en rapport certains choix de commande avec ce qu'on sait, et on sait pas mal de choses, sur les orientations de tel ou tel roi. Bon, c'est très hypothétique, mais c'est assez séduisant. Alors, quels sont les 3 rois qu'on peut soupçonner avoir contribué aux différentes faces du décor de Valar Shah? Celui qui a subi la conquête par Qutaïba, c'est Toquespare. Alors, dans toutes les publications, on le lit Turkshada. Et en fait, parce que c'est comme ça que c'est écrit dans Al-Shari, mais Pavel Lourier a montré qu'en fait, la vraie forme devait être Toquespare. Le problème, c'est que Turkshada, ça s'explique très bien en turc. Ça veut dire seigneur de la bannière. Bon. Toquespare, ça veut dire à l'armée puissante. Non, c'est quand même probablement Toquespare qu'il faut lire. Donc, Qutaïba l'installe au pouvoir en 709 et en 739, il est assassiné par des compatriotes lors d'une audience auprès du gouverneur arabe Nasr ben Sayyar. Il est assassiné à Samarcande. En fait, bon, la dynastie, même si son nom est iranien, sogdien, la dynastie est clairement turco-sogdienne. On voit très bien, il y a des noms turcs qui réapparaissent de génération en génération. Alors, il a plusieurs filles, donc voilà. Il a donc été installé sur le trône comme roi héréditaire par Qutaïba, donc il était à ce moment-là officiellement musulman. À la mort de Qutaïba en 715, il joue double jeu, et on sait qu'il s'est joint à un appel collectif des princes sogdiens à l'empereur de Chine en 719. On a ça dans les annales chinoises. Cet appel n'a rien donné. Après 722, il n'a pas le choix, il se soumet à nouveau au gouverneur arabe et finalement, il est assassiné par des compatriotes sous la tente de Nasr ben Sayyar, le dernier gouverneur omeyyade qui avait véritablement tenté une politique de pacification avec l'aristocratie locale. Et alors, on a des détails extraordinaires dans Al-Shari, parce que donc il a été assassiné, et ses serviteurs, ou plutôt ses tchakir, c'est-à-dire sa garde militaire rapprochée, ont prélevé ses os, on l'a découpé, pour ramener ses os à Boukhara. Donc, et Nasr, le gouverneur Nasr, a laissé faire. Donc c'est clair, il était resté zoroastrien, et on le savait. On a prélevé ses os, parce qu'on ne pouvait pas quand même le mettre sur une tour du silence, mais on a prélevé ses os pour le mettre dans un ossuaire, comme un bon zoroastrien de Sogdiane. Alors ceci dit, c'est un petit peu plus compliqué, parce que Naimark et moi, on a des hypothèses qui tendraient à montrer qu'il était un peu du genre éclectique, et qu'il aurait peut-être un peu incliné vers le bouddhisme. Je vais te ramener... Voilà. L'un n'empêchait pas l'autre. Bon. Alors, il a plusieurs fils. Alors, amusant, son successeur, mais il s'appelle Qutaïba, parce qu'il est né au moment de la conquête, et par manifestation d'allégeance envers le conquérant, le père lui a donné à son fils le nom de celui qui venait de conquérir la ville. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a pas changé de nom. Il a gardé le nom de celui qui avait très durement conquis la ville. Alors, Qutaïba, lui, il est théoriquement musulman, mais alors il apostasie, voilà. Il apostasie, et finalement, il est tué sur l'ordre d'Abou Muslim en 752. Alors, il a un frère qui lui succède, Bunyat, et je suppose que c'est un nom bouddhique, Punyadatta, c'est-à-dire créé par ses mérites. Pavel Lourier, à qui j'ai soumis ça, serait assez d'accord. Alors lui, il règne longtemps, et puis, au moment de la révolte de Muqanna dont j'ai parlé, il intrigue avec les insurgés, sans doute aussi en fait par derrière avec les Turcs, accusé d'apostasie. Il est exécuté dans son palais de Valar Shah par un commando envoyé sur ordre de Bagdad, directement par le calife al-Mahdi. Et le palais est abandonné.
Mais la dynastie continue, ailleurs dans l'oasis de Bukhara, on ne sait pas très bien où. Et puis aussi, je l'ai dit, à Samara, il y a des représentants. Il y a à Samara des gens qui commandent les troupes encore en plein 9e siècle et qui s'appellent Bukharhuda. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils exerçaient les fonctions de souverain de Bukhara, mais ça veut dire qu'ils étaient membres de la famille royale. Voilà. Donc, ils gardent quand même un certain pouvoir, disons, sur la zone rurale, mais c'en est fini de leur indépendance de fait. Et en fait, ils vont durer jusque sous Ismaïl le Samanide. C'est lui qui, vers, je crois, 880, va les obliger va les obliger à lui vendre pour une bouchée de pain leur château. Donc ils ont visiblement... c'est des gens qui comptaient. C'est des gens qui comptaient, alors même si on les éliminait successivement quand ils avaient trahi, on n'éliminait pas la dynastie. Il y avait besoin d'une dynastie locale pour tenir l'énorme population rurale mal islamisée de l'oasis de Bukhara. Alors, qu'elle ait été énorme et qu'elle ait été mal islamisée, ça, on le sait de plus en plus pour les chiffres de la population. On a quand même des données, par l'extension des zones irriguées. Et pour la faiblesse de l'islamisation, on a cet épisode justement de la révolte de Mukanna dans les années 775-780, dont je ne vais peut-être pas pouvoir parler cette année au cours, mais parce qu'il mérite en fait plusieurs cours à lui tout seul. C'est la dernière grande révolte, c'est à la fois la dernière grande révolte des Sogdiens et la première grande hérésie au sein de l'islam qui s'est manifestée en Asie centrale. Et Mukanna a recruté beaucoup d'adeptes dans l'oasis de Bukhara. Et il gardait encore des adeptes apparemment jusqu'au Xe siècle. Donc visiblement, en dehors de la ville de Bukhara, l'islam avait mal pénétré, contrairement à ce qui est le cas dans l'oasis de Samarcande. Alors, il y a, d'après, si on suit Naimark, il y a 2 salles dont on peut attribuer les décors à Tokespavé successivement. Ce sont 2 programmes qui, en fait, se sont suivis l'un l'autre. On a d'abord ce qu'on appelle la salle bleue, ou salle Est. Alors, je vous demande de me croire. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai comme illustration. Alors, à nouveau, la lampe, là, est un peu violente. Je ne pense pas que mon appel va être entendu. Bon, ce sont les illustrations du livre de Chichkine. C'est assez précis. C'est des aquarelles qui, en plus, se sont probablement défraîchies depuis l'époque où le livre a été publié. Livre rarissime qui m'a été donné par la fille de Chichkine, qui lui a succédé dans les fouilles. Alors, on voit le couple royal. Vous voyez, ici, je vous demande de me croire. Ici, c'est le souverain à genoux, avec sa grande épée et sa dague. Et là, c'est sa femme. Et vous voyez, elle est à la turque, avec ses grandes nattes, là, qui lui tombent sur la poitrine. C'est pas la coiffure, ça, c'est vraiment la coiffure à la turque. Et ils font une libation sur je dirais pas un autel du feu, moi je dirais un brûle-parfum de type sogdien, avec c'est typiquement les brûle-parfums sogdiens avec des clochettes qui pendouillent. Là, il y a un petit personnage agenouillé. C'est peut-être un prêtre, c'est peut-être l'héritier, on ne sait pas. Et alors, ils font à droite, mais c'est dessiné sur une autre aquarelle. Voyez-vous ici un chameau ailé. Vous voyez le chameau ailé. Et le chameau, la tête du chameau. C'est le trône de la divinité protectrice de la famille de Bukhara. Et c'est aussi comme ça qu'était le trône des rois de Bukhara. On le sait parce que des Chinois, un siècle avant, l'ont décrit. Alors, ce dieu dit au trône de chameau, on le retrouve un peu partout en Sogdiane, notamment à Penjikent. Qui est-il? En fait, il y a 2 hypothèses. Pour Marchak, c'est Vahram, le dieu de la guerre,
parce qu'une des incarnations de Vahram dans l'Avesta, c'est justement un chameau en rut. Bon, moi j'ai une autre hypothèse, c'est que ce serait Farn, le dieu du charisme royal. Il y a des arguments pour l'un et pour l'autre. Donc clairement, c'est un décor tout à fait païen, en plus, la libation a un dieu qui est une idole, une idole gigantesque, probablement en or ou plaqué or, vous voyez la couleur. Alors, Naimark pense pouvoir dater ce décor des années à peu près 720, c'est-à-dire le moment où Tokespasé rejette son allégeance aux musulmans, envoie des envoyés en Chine, etc., croit pouvoir retrouver une indépendance. Mais, curieusement, ce très beau décor, avant même d'avoir été achevé, est détruit et entièrement modifié. On reconstruit quelque chose de différent, très peu de temps après. Et là, c'est le décor, c'est ce qu'on appelle la salle rouge. C'est le décor le plus somptueux, aussi le plus énigmatique. Alors je m'y arrête en détail parce que, si tout va bien, en octobre 2021, vous pourrez le contempler en vraie grandeur au Louvre. 12 mètres sur 12 mètres. Et on espère reconstituer la toiture. On a de la hauteur sous plafond, on a la cour Napoléon. Bon. Alors, c'est quand même un scoop, parce que ce décor, personne jusqu'à présent ne l'avait vu en entier. Parce qu'il a été prélevé, morceau par morceau, au fur et à mesure que la fouille progressait. Ça a commencé en 1938, ça a continué dans les années 50. Personne ne l'a jamais vu en entier. Et alors, il est actuellement dispersé. Il y a des bouts à Tachkent, il y a des bouts à l'Ermitage, il y a des bouts à Moscou, et il y a des bouts à Boukhara, au musée de... Et théoriquement, nous avons maintenant l'accord des autorités et ouzbèques et russes pour tout rassembler à Paris. Alors, la reconstruction la plus plausible a été proposée dans un article par Marchak. On aurait... Alors, voilà, c'est ce qu'il il reconstitue, en fait, on sait que c'était comme ça, un décor sur 3 niveaux. Ça, c'est typique de la peinture sogdienne. Ce sont des panneaux, des bandes hiérarchisées. Sauf que là, c'est vraiment, d'habitude, à Penjikent, en bas, on aurait des fables. Au milieu, sur plusieurs bandeaux, on aurait des scènes épiques. On aurait une divinité sur le mur face à l'entrée. Ici, on ne l'a pas. Là, c'est différent. Alors, tout en haut, Marchak reconstitue, d'après des fragments, un arbre paradisiaque gardé par des griffons. Alors voilà, je vous demande là encore de me croire. C'est les planches de Chichkine. Voilà la tête du griffon. Vous le voyez, hein, avec son petit œil malicieux et son oreille pointue. Non. Et voilà l'arbre paradisiaque qui se déploie au-dessus de sa tête. Voilà, donc je pense que Marchak a assez raison de reconstituer ça comme ça. Alors, bon, arbre paradisiaque gardé par des griffons. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Le griffon, donc animal composite à corps de lion, ailes et tête et bec de rapace. Bon, c'est un vieux thème mythologique et iconographique à la fois grec, proche oriental et scythe. Dans la mythologie grecque, les griffons gardent le vase à vin de Dionysos ou alors les trésors du grand nord scythe. Alors, est-ce que c'est ça ici? Et est-ce que ça pourrait pas être autre chose? Moi, je pense que ça pourrait être un mythe proprement iranien, qu'on a dans les textes zoroastriens, qui est le simorgue, l'oiseau fantastique, qui garde l'arbre de toutes les semences. Voilà. Et en fait, le simorgue se met sur l'arbre, il agite ses ailes. L'arbre que vous voyez ici, donc quand même très très exubérant,
perd ses fruits, ses graines, hein, et va féconder la terre entière. Bon, il se trouve que le nom du simorgue, sous la forme moyenne iranienne Senmurg, qui veut dire étymologiquement en fait l'oiseau aigle, est attesté dans les textes sogdiens. Et par ailleurs, le thème iconographique du simorgue, alors voilà ce que reconstitue Marchak. Les griffons avec l'arbre. Tout ça, tout ce que je vous dis là, hein, c'est sorti de ma cervelle en préparant le cours. C'est pas dans mes prédécesseurs, mais voilà, je me lâche. Voilà, parce que avec un décor de cette aussi splendide où il y a visiblement il y a des intentions symboliques très fortes derrière, ben, il faut de temps en temps se lâcher pour espérer arriver à trouver quelque chose. Alors, dans l'art sassanide, on a c'est pas vraiment un griffon, mais enfin, ça ressemble quand même, c'est plus proche d'un aigle, mais il a quand même les oreilles du griffon. Hein. On l'a sur un seau ici, et on l'a sur un grand plat. Et alors, vous voyez, ce qui est mystérieux, c'est qu'il enlève une jeune fille, qui consent à son enlèvement puisqu'elle le nourrit. Voilà. Mais, et ça, c'est un thème qui semble venir de l'art bouddhique, mais qu'on n'a pas dans les mythes iraniens. Le simorgue enlève bien quelqu'un, mais c'est Zal, c'est le petit garçon aux cheveux blancs qu'il a emmené dans son nid pour le sauver, etc. Il y avait un magnifique spectacle sur Zal et Rostam au musée du Quai Branly il y a 2 mois, et c'était extrêmement bien fait. Et alors, vous voyez, l'arbre de toutes les semences, eh ben, il serait là autour. Marchak, c'est Marchak qui avait compris ça. Parce que si vous regardez ce décor, il n'y a pas un élément floral ou de feuilles qui est identique à l'autre. C'est-à-dire qu'on a voulu exprimer la totalité du règne végétal. Et je pense que c'est peut-être ce qu'on aurait là aussi. Donc là, on aurait un thème mythologique proprement iranien. Alors, je vous laisse là-dessus parce que les spéculations vont continuer la semaine prochaine avec le décor moyen, le bandeau moyen et toutes ces bêtes-là, et puis avec le décor du bas. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine, ce sera l'avant-dernier cours. Le dernier cours sera le 28.